Depuis la campagne militaire de Napoléon Bonaparte en 1798, l'Égypte antique suscite les passions de l'Occident. En effet, cette région fut la première à fournir des renseignements archéologiques précis grâce aux savants et scientifiques qui suivaient les armées napoléoniennes. Mais elle est souvent considérée dans les écrits du XIXe siècle comme la plus ancienne des civilisations, telle que chez l'égyptologue Eugène Lefébure, qui débute son ouvrage intitulé Les races connues des Égyptiens en disant qu'aucune nation ne remonte aussi loin que l'Égypte dans le passé. Cependant, si on sait désormais que la civilisation est née en Mésopotamie, comme nous l'avons abordé dans notre précédente vidéo, que je vous invite à voir, on peut quand même se demander d'où provient la civilisation égyptienne, évidemment sans remettre en cause sa singularité. Pour connaître sa provenance, il faut prendre en compte deux facteurs essentiels. Tout d'abord, la mobilité humaine et les relations constantes sur les routes commerciales ont toujours joué un rôle fondamental dans la propagation de ce qu'on appelle communément la civilisation. En effet, si certains peuples inventent des technologies ou innovent dans certains domaines, tels que l'invention de la roue par les Indo-Européens en Eurasie, leur savoir finit toujours par circuler et se propager à travers les routes commerciales ou les mouvements de population. Ainsi, la génétique à travers l'étude des flux humains et des migrations constitue un facteur déterminant pour comprendre l'origine de la maîtrise des savoirs par certains peuples. Rappelons que la composition ethnique de l'Égypte a fortement évolué depuis les derniers millénaires et que ces mêmes changements corrèlent avec son déclin. Ainsi, l'articulation de ces deux facteurs permettra d'expliquer l'émergence de la civilisation égyptienne. Dans un premier temps, nous savons aujourd'hui que les progrès du néolithique égyptien viennent assez tardivement par rapport à ceux d'Anatolie et de Mésopotamie, ainsi que d'Europe centrale. Ces progrès ne sont pas l'œuvre directe des autochtones riverains du Nil, mais bien dus à un afflux migratoire venu du nord et de l'est de l'Égypte qui a apporté des techniques agricoles, d'élevage, d'outillage, de bâtiments, de textiles, de céramique, de rudiments et d'écriture. En fait, la plupart des éléments constituant les bases de la civilisation est née hors d'Égypte. La période de 9000 à 6000 ans avant notre ère n'a laissé que très peu de traces archéologiques. Vers 6000 ans avant notre ère, des habitations néolithiques apparaissent dans toute l'Égypte et l'Afrique du Nord. Des études basées sur des données morphologiques, génétiques et archéologiques ont attribué ces habitations aux migrants du croissant fertile au Proche-Orient, apportant l'agriculture dans la région. Du point de vue géographique, la vallée du Nil, grâce à ses crues, était une bande de terre extrêmement riche et luxuriante qui trônait au milieu d'une région semi-aride. Les hommes se regroupaient le plus près du Nil et de ses lagunes en essayant toutefois de se tenir à l'écart des inondations saisonnières. Ils travaillèrent la terre et produisent l'orge et le blé, deux céréales que les Égyptiens, quand ils connaîtront l'écriture, représenteront par des idéogrammes. Outre la pratique de l'agriculture, un grand nombre d'outils furent importés de Mésopotamie tels que l'arère, les canaux ou le chadouf qui fut inventé en Mésopotamie, puis introduit 1500 ans après en Égypte. De plus, toute la métallurgie permettant de constituer des outils provient de ces mêmes peuples blancs situés plus au nord. En effet, l'ADN ancien a révélé en 2015 que les anciens agriculteurs du néolithique en Anatolie, qui sont la population source des anciens agriculteurs européens, était génétiquement bien plus proche des Européens actuels que des proches orientaux. La Sardaigne semble être un refuge où cette ancienne population a perduré jusqu'à nos jours, sans changement important. Ainsi, la population habitant dans le croissant fertile et réalisant des innovations majeures était blanche. La métallurgie la plus ancienne est celle du cuivre. Les centres d'invention les plus anciens sont à l'est de la Turquie et au nord de la Mésopotamie, où les premiers objets en cuivre natifs sont martelés après avoir été chauffés, ceci vers 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est au cours du 4e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, que l'étain est mélangé au cuivre pour en faire du bronze. À cette période, d'autres métaux tels que l'argent, l'or et le plomb seront utilisés. La métallurgie du bronze, qui va permettre de réaliser de nombreux objets, bijoux, poignards, lames de hache, couteaux, est également à l'origine de changements dans la société, puisqu'elle est une source de richesse maîtrisée par des artisans spécialisés, les métallurgistes.
L'Égypte est un pays qui se trouve au carrefour de 3 continents et représentait un pôle commercial d'importance dans l'Antiquité qui put profiter de nombreuses avancées technologiques réalisées par ses voisins. Alors que les régions du Nord, soit de l'Anatolie, de Syrie et d'Irak, en sont déjà à l'âge du cuivre moyen, ce même âge du cuivre commence à peine en Égypte. Vers moins 4000, ce décalage est normal puisque les techniques d'outillage ont été apportées lentement par ces émigrants blancs venus du Nord, ceux-là même qui ont déjà apporté aux autochtones du Nil les cultures du jen, de l'orge et du blé, donc des céréales qui serviront de base agricole à Ménès Ier, le pharaon qui a unifié l'Égypte. Vers 3500 ans, une nouvelle découverte apparaît en Anatolie et en Syrie du Nord. Il s'agit du bronze, un alliage de cuivre et de plus ou moins 25% d'étain. Au début, ce dernier provient des mines de Taurus. Les nouvelles créations qui en découlent, armes, statuettes, socles divers, vont se diffuser lentement vers le sud et le sud-est où, petit à petit, après un millénaire et demi, ils auront éliminé complètement les objets de cuivre, plus fragiles, surtout néfastes dans le domaine de l'armement. Quant à la métallurgie du fer, c'est seulement vers la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ qu'il est utilisé régulièrement pour fabriquer des armes et des outils au Proche-Orient, en Grèce, puis dans les Balkans. Le char de guerre, symbole du progrès militaire par excellence, apparaît en Égypte 500 ans après que les habitants de la culture d'Andronovo l'aient inventé en Eurasie en moins 2000. En effet, les Égyptiens ont repris la totalité du modèle aux Syriens, qui eux-mêmes l'a repris sur celui de la culture d'Andronovo, dont nous avons dédié une vidéo complète. C'est donc de véritables transferts technologiques qui s'opèrent à travers les régions. Très vite, cet engin de guerre a été prisé par des pharaons, qui ont créé des corps d'élite dirigés par des personnes de confiance, toujours de haut rang social. L'apparition tardive du char ne l'a pas pour autant écarté des armées égyptiennes, au contraire, il est même rapidement devenu le symbole de l'armée égyptienne, rassemblant de nombreuses caractéristiques esthétiques et guerrières. Le cheval et le char de guerre dans l'Égypte antique va être utilisé comme un nouvel attribut de la puissance des pharaons. Les liens avec la Mésopotamie permettent aux Égyptiens de découvrir cet animal et de se familiariser avec la charrerie. Maintenant que nous avons étudié la provenance de la plupart des technologies présentes en Égypte via des populations blanches plus au nord, nous allons traiter de leur installation en Égypte en observant la constitution génétique de l'Égypte ancienne. Dès la préhistoire puis au néolithique, des vagues successives d'immigrants blancs du Moyen-Orient marchent progressivement sur l'Égypte pour le commerce, la diplomatie, l'immigration ou l'invasion. Les contacts s'intensifient et ils vinrent vraisemblablement se mélanger pacifiquement et par petits groupes aux populations locales. Ils descendaient vers le Nil à la faveur des courants commerciaux, en passant par la Palestine et par la vallée de Jéricho ou en longeant la Méditerranée. Ils venaient d'Anatolie, du Kurdistan, de Cilicie, des monts Zagros et d'Arménie. Ils se sont rapidement placés au-dessus de la hiérarchie sociale et s'organisèrent en cités-États, régularisant les crues du Nil et bâtissant des villes. Ils s'associèrent progressivement en patries de plus en plus vastes pour finir par ne plus former que 2 grands empires le long du Nil. Enfin, c'est en 3200 que les 2 empires du haut et du bas Nil furent unifiés en un seul par le roi Ménès Ier. L'Égypte était créée. En prenant toutes périodes confondues, les études génétiques récentes appuient le fait que les Égyptiens anciens sont proches des Européens du Sud actuels et éloignés des Égyptiens modernes. Une large étude de 2017 par Verena Schooneman a séquencé le génome de 151 momies issues de la communauté de Abouzir el-Malek en moyenne Égypte. La plus ancienne momie séquencée du Nouvel Empire se trouve en 1388 avant Jésus-Christ, lorsque l'Égypte était au sommet de sa puissance et de sa gloire. La plus jeune date, de 426 avant Jésus-Christ, lorsque le pays était dirigé depuis Rome. Plus précisément, les anciennes données ADN ont révélé que les Égyptiens antiques sont plus étroitement liés aux échantillons du néolithique et de l'âge du bronze au Levant ainsi qu'aux populations néolithiques anatoliennes et européennes. En comparant ce modèle avec les Égyptiens modernes, nous constatons que les anciens Égyptiens sont plus étroitement liés à toutes les populations européennes modernes et anciennes que nous avons testées. L'étude explique notamment cela par le fait qu'aujourd'hui les Égyptiens modernes ont une composante africaine supplémentaire qui n'était pas présente auparavant.
D'ailleurs, le site où reposaient les momies était relativement au sud. Ainsi, on soupçonne donc qu'à mesure qu'on monte vers le nord de l'Égypte, l'ascendance européenne augmente davantage. Cette conclusion rejoint les hypothèses avancées par le scientifique Pagani et son équipe, qui ont estimé que la proportion moyenne d'ascendance non africaine chez les Égyptiens était de 80% et ont daté la majorité des mélanges avec les subsahariens à environ 750 ans. Il est tout de même possible que les populations du sud de l'Égypte aient été plus étroitement liées à celles de la Nubie et à une composante génétique subsaharienne plus élevée. Tout au long de l'histoire pharaonique, il y a eu une interaction intense entre l'Égypte et la Nubie, allant du commerce à la conquête et au colonialisme. Il existe des preuves irréfutables de la complexité ethnique au sein des ménages où des hommes égyptiens épousent des femmes nubiennes et vice-versa. Par conséquent, les immigrants blancs se métissèrent facilement avec les populations locales, ce qui diluèrent rapidement le pourcentage des gènes d'agriculteurs anatoliens et européens. Ces fameux caucasoïdes métissés devinrent les chamites de la Bible. Mais vers moins 1500 ans, Amenemhet III autorisa les colons sémites à pénétrer dans le delta du Haut-Nil, ce qui marqua le début d'un afflux sémite à grande échelle en Égypte. Originaires du plateau arabique et africains à la peau relativement pâle, ils n'apportent pas de progrès technologique, mais s'imposeront par la force ou par leur habileté politique. Eux aussi se mélangeront à l'ensemble de la population. Ces flux ont conduit à l'apparition de métis stabilisés. En effet, après le néolithique, le transect temporel génétique, c'est-à-dire les évolutions génétiques dans le temps, suggère une continuité entre les populations pré-ptolémaïques, ptolémaïques et romaines. Cependant, si métissage il y a, la plupart des momies des classes supérieures étudiées restent d'ascendance méditerranéenne. Plus tard, on note un impact génétique de l'émigration grecque et romaine plus prononcé dans le delta du nord-ouest et le Fayoum, où la plupart des colonies grecques et romaines se sont concentrées, ainsi que parmi l'ensemble des classes supérieures de la société égyptienne. En fait, selon l'étude menée par Verena Schunemann et en reprenant ses propres mots, sous la domination ptolémaïque et romaine, l'ascendance ethnique était cruciale pour appartenir à un groupe d'élite et offrait une position privilégiée dans la société. Surtout à l'époque romaine, il peut y avoir eu des incitations juridiques et sociales importantes à se marier au sein de son groupe ethnique, car les personnes de nationalité romaine devaient épouser d'autres citoyens romains pour transmettre leur citoyenneté. De telles politiques ont probablement affecté les mariages mixtes de Romains et de non-Romains dans une certaine mesure. De plus, les ouvriers bâtisseurs n'étaient pas des esclaves, mais représentaient une élite qui n'était pas représentative de la grande masse des paysans qui constituent l'Égyptien moyen. Ce fait est visible sur la tombe de Rekhmiré, où deux groupes distincts, un sémite et un égyptien, travaillent ensemble. Ainsi, la génétique nous apprend que si l'essentiel de la population paysanne a pu se métisser, la tendance des élites dirigeantes était plutôt de maintenir une descendance en lien avec leur position privilégiée. Cette pratique sociale a été confirmée, en plus de l'étude de 2017 que nous avons abordée précédemment, par l'étude de l'ADN de certains pharaons ou membres de la famille royale. En effet, d'après des résultats de l'étude de Tsawi Hawass et ses collègues publiés en 2010, qui ont été d'ailleurs rendus visibles par une fuite d'informations, Akhenaton et sa lignée patrilinéaire appartiendraient à l'allogroupe du chromosome YR1B1A2 qui est surtout présent en Europe de l'Ouest et rare en Égypte. Moins de 1% des Égyptiens modernes appartiennent à cette catégorie. Takabouti, une momie égyptienne dont le décès remonte à la fin de la 25e dynastie, soit vers 660 ans avant notre ère, a également un ADN plus similaire aux Européens qu'aux Égyptiens actuels. Des chercheurs suisses ont fait une découverte surprenante. Selon une analyse génétique, le pharaon Toutankhamon serait du groupe génétique européen. Les chercheurs ont en fait reconstruit le profil ADN de Toutankhamon, de son père Akhenaton et de son grand-père Aménophis III. Ils ont alors observé que le jeune pharaon appartenait à l'allogroupe R1B1A2. Mais quoi de mieux que la déclaration officielle de Roman Scholz, directeur de l'IGNEA. C'était très intéressant de découvrir qu'il appartenait à un groupe génétique en Europe. Il y avait de nombreux groupes possibles en Égypte auxquels l'ADN aurait pu appartenir. Évidemment, au sein des élites dirigeantes, il y avait une certaine variété génétique.
Ainsi, des études supplémentaires sur d'anciens restes humains d'Égypte sont nécessaires afin d'élargir notre image actuelle en précision et en détail. Malgré tout, la génétique a déjà révolutionné la vision que l'on avait des Égyptiens antiques, car ayant enfin permis d'éclairer la composition ethnique de certains de ces anciens habitants. Nous pouvons observer cette diversité sur certaines peintures égyptiennes. Cependant, si longtemps les égyptologues ont voulu connaître l'apparence des anciens Égyptiens à travers leurs peintures, cette méthode s'avère assez imprécise. En effet, si nous prenons le cas de Ramsès II, communément admis comme étant clair de peau et roux, il était régulièrement représenté avec une peau brune. Ainsi, ces couleurs ne peuvent être un indicateur fiable. Autre exemple, certains pharaons noirs lors de la 25e dynastie sont également représentés comme étant bruns sur les peintures. Cette couleur brune est donc avant tout un choix artistique et culturel qui se réfère peut-être à la couleur de la majorité de la population. Il y avait dans le pouvoir égyptien des métis et plus rarement quelques subsahariens lors de la 25e dynastie notamment. Ces derniers habitaient surtout la Nubie et l'Éthiopie, mêlés à une population sémitique. Ils fournissaient sous la 6e dynastie des soldats aux pharaons, mais les nombreuses tribus de la Nubie et de l'Éthiopie faisaient de fréquentes incursions en Égypte, de sorte que les pharaons, soucieux d'affirmer leur autorité, les ont sévèrement refoulés puis conquis. En effet, sous Thothmésis Ier, l'Égypte a fait plusieurs campagnes au sud. Munis de chars et de chiens de guerre, les Égyptiens pénétraient les troupes nubiennes et les écrasaient sous leurs roues. Ainsi, l'Égypte antique offrit à l'histoire d'étonnantes batailles, où l'âme guerrière indo-européenne avait su être conservée et surtout utilisée contre ces peuplades noires venues du sud et qui menaçaient constamment la vallée du Nil. Cela a finalement abouti à l'annexion de la Nubie vers moins 1504. En fait, les conquêtes furent permises grâce aux connaissances militaires qu'apportèrent les Hourites, un peuple blanc qui s'était installé pendant le 2e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, puis dont une partie est allée en Égypte. Pour vous situer, vers 1750 ans, à la suite des règnes de plusieurs pharaons instables, l'Égypte se morcelle en petits comtés et retourne à l'anarchie. C'est à ce moment qu'à nouveau, comme il y a des dizaines de siècles en arrière, des tribus nomades venant du nord pénétrèrent dans le delta. Elles proviennent de Syrie et de Palestine. Ces nouveaux migrants apparus en Égypte sont appelés les Hyksos, un peuple en partie levantin et sémite, mais formé et encadré par ces fameux Hourites qui détenaient une supériorité guerrière incontestable grâce à leur connaissance en matière de métallurgie et d'armement. En effet, les chefs Hyksos d'origine hourite enseignèrent aux Égyptiens l'usage révolutionnaire de la roue et du char de guerre, ainsi que la domestication suffisante du cheval pour son utilisation attelée. Cette invention avait été réalisée quelques siècles plus tôt par les peuplades indo-européennes des steppes vivant au-delà de la mer Caspienne. En Égypte donc, la vieille aristocratie métissée, dont une partie étaient les ancêtres agriculteurs anatoliens, dont nous avons parlé en début de vidéo, avait été détrônée par ces nouveaux guerriers montés sur des chars de guerre. Ils dominent les populations partout où ils passent et leur imposent une morale qui est basée sur l'honneur, le courage et la hiérarchie. Ils importent avec eux des coutumes typiquement indo-européennes, comme celle d'enterrer les guerriers morts avec leurs chevaux. Un bel exemple en est fourni par les tombes Hyksos de Gaza en Palestine. Une fois installés, les Hyksos dont l'emblème était le scarabée reconstruisent toutes les sociétés importantes de la Palestine et de l'Égypte, et les fortifient par des remparts et des glacis afin de les protéger de l'emploi de plus en plus fréquent du bélier. Ils dominent l'Égypte et lui imposent leurs lois depuis leur capitale, Avaris, dans le delta du Nil. Mais 100 ans plus tard, les Égyptiens parviennent à renverser les Hyksos venus du nord, après avoir assimilé leur tactique des chars hippomobiles et leur technique de fabrication des armes de bronze. Car les Hyksos, en dépit de leur courage et de leur qualité guerrière, furent toujours trop peu nombreux et de ce fait ne parvinrent jamais à étendre leur mainmise sur la totalité de la vallée du Nil. Ils ne purent jamais remonter plus haut que Memphis, laissant sans surveillance au-delà de nombreuses populations égyptiennes insoumises. Lorsque débuta alors le nouvel empire d'Égypte, les Hyksos ne gardent plus que leur établissement de Palestine, car plus au nord, en Syrie, une nouvelle chevalerie indo-européenne a pris leur place, ce sont les Mitanniens.
Ainsi, grâce aux guerriers blancs ourites, qu'ils avaient fini par vaincre par la force numérique, les Égyptiens avaient adopté une nouvelle administration plus élaborée, ainsi qu'une armée puissante, directement copiée sur le modèle des Ourites. Ces deux forces permettaient à l'Égypte de jouer un rôle de puissance régionale, notamment sur la Nubie et la Palestine, qui passent sous sa protection. C'est par ailleurs du Nouvel Empire que datent les réalisations les plus remarquables, comme l'enceinte d'Amon-Rê à Karnak ou les temples d'Abou Simbel. Quelques siècles plus tard, en moins 1085, l'Égypte est dominée par des dynasties issues de peuplades blanches libyennes, mais dont une partie des élites se mélangea avec des subsahariens, ce qui affaiblissa considérablement la cohésion sociale et contribua à l'instabilité de la région. Ils s'installèrent dans le delta du Nil, tandis que la Haute-Égypte, dirigée par des prêtres, glissa vers l'emprise de plus en plus importante des Nubiens du royaume de Napata, faisant naître l'époque des pharaons noirs. Dès cette période, le prestige de l'Égypte allait considérablement chuter. Ses alliés étrangers tombent sous la sphère d'influence de l'Assyrie et à partir de moins 671, les Assyriens entament les hostilités contre l'Égypte. Incapable d'y faire face, la dynastie subsaharienne est renversée par les Assyriens qui les repoussent finalement jusqu'en Nubie. Cependant, n'ayant pas la volonté de conquérir l'Égypte, les Assyriens repartent vers l'Orient. Commence alors la basse époque. Dénuée de toute force guerrière ou morale, tant chez les peuples que chez les élites, la décadence de l'Égypte voit s'alterner des périodes instables de gouvernements dirigés à nouveau par des pharaons subsahariens ou sous la coupe d'occupations étrangères, perses notamment. Plus que jamais, la société égyptienne, et tout particulièrement l'armée, apparaissent très cosmopolites et métissées. Grecs et Cariens s'ajoutent aux Nubiens et Libyens anciennement intégrés et aussi aux contingents juifs, syriens et phéniciens. Ensuite, Alexandre le Grand, après avoir vaincu les Perses, s'empare de l'Égypte en 332 avant notre ère. Accueilli en libérateur, il fonde la ville d'Alexandrie et inaugure la courte période macédonienne qui se termine dès 305 avant notre ère mais restaure l'ordre dans cette région, puis elle sera sous le contrôle de l'Empire romain. Cependant, l'Égypte antique n'était déjà plus. Comprise entre trois continents, elle a été au fil des millénaires influencée par divers peuples qui se mélangèrent et fit naître une population métissée assez stable au fil des siècles, comme tend à le prouver les études récentes. On note que certains rapports successifs lui ont permis de pérenniser un long moment, conserver l'ethnicité d'une partie de son élite et conquérir de nouvelles terres ou créer de la culture. Le cas de l'Égypte ancienne montre qu'une désintégration génétique très lente peut aboutir à l'effondrement d'une civilisation. Les membres de toute société se doivent d'être le plus homogène possible. Si par contre la civilisation d'une région particulière change sa composition biologique à travers l'invasion, l'immigration ou la diminution du nombre d'individus, alors la civilisation que cette société a produite disparaîtra avec eux. Dès le Moyen-Âge, les arabo-musulmans feront importer des millions de Noirs en Afrique du Nord et en Égypte, anéantissant et pour toujours tout espoir de voir la population autochtone recréer une civilisation comme elle fut dans le passé. Usée par les lois naturelles de l'histoire, l'Égypte semble avoir été vaincue par elle-même. Avant de laisser votre meilleur j'aime et commentaire, observez juste ces magnifiques sandales de Toutankhamon, décorées par 2 prisonniers asiatiques et 2 prisonniers nubiens. Bizarre, je n'entends plus les africanistes.